Ah ben vous êtes venus nombreux, c'est bien, c'est une très 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 bonne idée. Euh, vous allez pouvoir participer. Quand je dis participer, c'est vous allez vraiment faire entendre votre voix à une conférence sur un thème qui nous concerne tous. Je pense qu'à cette ère de l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, hein, mais soyons clairs, je crois que ce n'est pas une IA qui va gérer le collègue ou le patron un peu passif-agressif qu'on peut avoir pour certains. Ce n'est pas une IA qui va désamorcer le client Furax, qui passe une soufflante à votre centre de relations client. Ce n'est pas une IA qui va garder son sang-froid quand il y a des situations de crise à gérer. Non, aujourd'hui et maintenant, là, on va faire ensemble un pas de côté. On va plutôt tourner le dos, je pense, aux algorithmes. Ça fait du bien de tourner le dos aux algorithmes. Pour parler de ce qui nous garde vivants et humains quand tout flanche, c'est l'intelligence émotionnelle. Et pour parler de tout ça et pour échanger avec vous, je vais avoir le plaisir d'accueillir sur scène quelqu'un d'extraordinaire. Il s'appelle Christophe Hague. Il est docteur, il est chercheur en psychologie sociale, il est prof à l'EM Lyon. Il y a plein d'autres qualités que Christophe a. Vous allez les découvrir par l'échange qu'on va pouvoir avoir tous ensemble. Christophe est peut-être surtout un explorateur des zones de tension extrême. Quand on dit ça, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ? Il a passé des années dans la tête de personnes qu'on ne veut peut-être pas devenir, mais dont on a tout à apprendre. Il a passé du temps avec des négociateurs du GIGN. Parce que je pense qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un négociateur du GIGN ici? Non, je ne crois pas. Peut-être une nouvelle formation. Des survivants du Bataclan, il a passé du temps aussi. Est-ce qu'il y a des survivants du Bataclan ici? J'aimerais bien qu'il y en ait. Voilà, ou des prisonniers même du couloir de la mort. Là, j'ai vu une ambiance de... Hein, ça va vous toucher des émotions, là, c'est ça? Voilà. Pendant 20 minutes, j'ai demandé à Christophe, pendant 20 minutes, de nous emmener dans ces récits. Et après, ensemble, on va aller secouer un peu la machine, on va aller chercher. Et je vais vous demander d'être actif, d'être acteur, de ne pas être spectateur, mais d'être participant. Donc, je ferai passer le micro au hasard. Même si vous n'avez pas prévu de questions, vous allez en trouver une. Votre cerveau est suffisamment rapide pour en trouver une. Donc, je vais appeler, sous vos applaudissements, Christophe Hague. Rejoins-moi, Christophe. Allez. Bonjour. Tu as 20 minutes. Allez, fonce. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Alors, il en a fait des mégatonnes. Je vois aussi des astronautes, des gens qui ont, on va dire, un vécu un peu plus positif. Donc, je m'appelle Christophe Hague, je suis prof à l'EM Lyon. Et je travaille effectivement avec des populations un peu atypiques parce que j'aime bien, pour étudier le genre humain, aller à la rencontre de monstres. J'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. J'aime bien étudier des situations extrêmes pour comprendre finalement votre quotidien. Tout simplement parce que quand on est chercheur en psychologie sociale et qu'on voit que ça bulle émotionnellement très très fort et qu'on s'intéresse à ce sujet qu'est l'émotion, eh bien quand on va dans ces situations-là, tout est visible à la loupe grossissante. Tout apparaît en haute définition. Et c'est les mêmes phénomènes qui s'opèrent quand vous prenez une décision, quand vous êtes en train d'interagir avec quelqu'un, sauf que c'est moins visible dans votre quotidien. Quand un astronaute a appuyé sur un bouton rouge parce que tout est en train de péter autour de lui, bref, là, il ne peut pas tricher. Donc je vais à la rencontre de ces personnages pour vous comprendre, vous, finalement. Et il se trouve que je réponds aussi à un principe élémentaire, c'est celui de la simplicité. Pas parce que je fais des recherches, qu'on utilise des modèles statistiques super compliqués, qu'il faut vous parler de manière extrêmement sophistiquée. L'idée, et ce n'est pas la mienne, je la dois à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un paléontologue, un feu paléontologue célèbre, qui s'appelait Stephen Jay Gould. Certains l'ont peut-être lu dans Le Monde, etc. Et cette personne disait la chose suivante, il disait « La vie préfère souvent la simplicité à la complexité ». Et je suis intimement convaincu que les choses les plus simples sont les plus élémentaires pour le genre humain. Tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui en 20 minutes, généralement, je le propose à ma fille de 12 ans, et si elle ne comprend pas le propos, je réécris. Parce que c'est-à-dire que moi-même, je ne l'ai pas compris. Il y a un truc qui est intéressant aujourd'hui, donc moi je vais vous parler d'une forme d'intelligence un peu particulière, c'est que tous les sondages
vous montre que face aux bouleversements sociétaux qui s'opèrent, qui nous placent quelquefois même un petit peu, vous savez, dans un coin du ring où on se prend plein d'uppercuts par tous ces changements, face à l'essor de l'IA, dans le top 3 des compétences clés que devrait maîtriser l'être humain, que ce soit dans les rapports du Forum économique mondial, que ce soit dans les sondages Forbes, dans l'IBM Index, etc., dans le top 3 des compétences clés, on retrouve l'intelligence émotionnelle ou une dimension de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi ? C'est une forme d'intelligence qui vous permet de vous adapter, notamment au changement. J'en parle un peu après. Il se trouve qu'on est aussi baigné, depuis même avant le Covid, c'est ce qu'on observe nous, chercheurs en psychosocial, eh bien dans une espèce d'atmosphère émotionnelle qui est un peu puante. Dans le top 3 des émotions qu'on ressent le plus, il y a la colère, il y a la peur. Et à votre avis, quelle est la première des émotions ressenties, pas forcément exprimées, que ce soit en entreprise ou dans la sphère privée? Comme ça, à la volée rapidement. Allez. Le dégoût, la peur. La peur, on l'a cité, ok, elle est déjà dedans. Tristesse, non, pas ça. C'est la jalousie. Quand tu jalouses, quand tu es envieux, envieuse de ton voisin, et je ne parle pas de la jalousie ou de l'envie bénigne, je parle de l'envie maligne, quand tu veux du mal à l'autre, quand tu es prêt à quelque part altérer son image, à le pourrir en fait, à le saboter. Bref, tout ça, ça a un nom, ça s'appelle le émotionnel négatif, un trop plein de négativité. Et le problème, c'est qu'on est sous-outillés, la plupart d'entre nous, pour digérer ce trop plein de négativité. On se laisse submerger, dépasser par ces émotions, et derrière, on est totalement instable, totalement en déséquilibre, et c'est là où on fait finalement des fautes de quart. C'est là où on se trompe, c'est là où on fait les mauvais choix de vie, les mauvais choix stratégiques. C'est là où on va abîmer la relation avec l'autre parce qu'on ne va pas avoir le bon mot, dans la bonne situation, le bon comportement, etc. Surtout quand on sait que 9 peurs sur 10 que vous ressentez chaque jour, peur, angoisse ou anxiété, sont les cousines de la peur, bah c'est du bullshit. C'est fake, c'est faux. C'est des décors en carton-pâte. Tu souffles dessus, normalement, ça devrait s'effondrer. Sauf que, parce qu'on mentalise plein de choses, parce qu'on se fait nos propres films dans notre tête, on anticipe plus qu'il ne faut le futur, et bien derrière, on génère des angoisses irréelles. Et quand le cerveau n'est pas émotionnellement intelligent, bah, il se fait avoir comme un bleu, et là, il va jouer au sapeur-pompier, et il va vouloir éteindre tous les feux psychiques d'incendie qui se déclarent ici et là dans votre boîte crânienne. Bah, ça prend du temps, ça consomme de l'énergie, et derrière, le cerveau, il est totalement à plat, si vous restez sur ces rythmes-là. Ce que vous voyez, je voulais juste mettre cette image rapidement, là. Alors, c'est pas ce que vous pensez, ça, ce sont des neurones, d'accord ? Ok ? Ça, c'est un neurone qui a été photographié dans le cerveau de quelqu'un d'hyper stressé. Comme vous pouvez le voir, il y a une encre. Cette encre-là, alors déjà dans le cerveau de quelqu'un stressé, tu produis moins de neurones. Et en plus, quand on produit, il y a une encre derrière qui ralentit la progression du neurone et qui l'empêche globalement d'atteindre sa cible. Dit autrement, qui l'empêche de contribuer au développement des compétences de l'individu. Ce neurone-là, il a été photographié dans le cerveau de quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Et la personne qui a photographié tout ça, c'est Pierre-Marie Liédot. Lui, c'est le directeur du département des neurosciences de l'Institut Pasteur qui parraine pas mal de mes travaux et qui est quelqu'un d'extraordinaire et à qui on donnera, je l'espère un jour, un prix Nobel pour ses travaux sur ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Aujourd'hui, dans les 20 minutes qu'on m'a données, j'essaierai de ne pas les dépasser de trop, je voudrais aussi vous parler de ce risque en fait à devenir notre propre avatar social. Aujourd'hui, on est dans une société de l'ego, une société instagrammante, c'est me, myself and I. On est très, très centré sur soi-même. Et quand on est très, très, très centré sur soi-même, au bout d'un moment, on ne comprend plus trop ce qui se passe dans l'environnement. On est tellement focus sur soi-même que derrière, on n'arrive même plus à comprendre l'autre. Alors le Covid, etc. Oui, je continue à dire le Covid parce que j'en ai marre qu'on féminise toutes les catastrophes. Bon, bref, ça c'est une autre conférence. Je rencontre beaucoup de patrons, beaucoup de managers qui sont devenus leur propre avatar social. Ils font des sports juste parce que ça correspond à leur caste. Et tiens, et si je faisais et du golf,
Et en même temps, je me lançais dans un marathon et je faisais du tennis, du machin. Bon, bref, on sait aujourd'hui que quand tu cumules tous ces sports individualistes, la probabilité est très très forte que tu sois une enflure toxique. Donc si vous avez à vous mettre en couple, ou si vous... ça vaut dans tous les domaines, voilà, demandez d'abord ce que fait la personne. C'est une étude assez récente et assez intéressante. Bref, alors que toi, ce que tu aimes, c'est les sports co, c'est le rugby, c'est le machin. Bon, bah déjà, hop, tu as éliminé un de tes besoins émotionnels, avec les valeurs qui vont avec. Combien de managers je vois qui vont épouser des femmes qui ont 20 à 30 ans de moins? Alors, ce n'est pas une faute de quart en soi, mais quand tu n'as aucun sujet de discussion, que d'un point de vue générationnel, ça n'amène que le chaos dans la relation, bon, soit tu es sadomaso, soit juste, tu veux créer, montrer cet avatar social aux autres. Bref, donc n'allez pas là-dessus, parce que toutes les personnes qui ont joué ce mauvais jeu-là, qui ont joué ce game-là, ces personnes-là, à un moment, ont expérimenté des phases dépressives, approchant la cinquantaine, ont frôlé ou alors ont mis les 2 pieds dans le burn-out. Et on a beau dire que tout ça, c'est réversible. Quand vous avez quelqu'un que vous voyez, fut une époque, j'allais rencontrer des gens dans des cliniques privées, etc., qui étaient des stars sur la place parisienne en termes de management, etc., et que vous les voyez déambuler dans les couloirs comme des zombies médicamentés, alités, la plupart du temps, asocialisation, perte de poids, difficulté à la phonation, faut aller la chercher, cette réversibilité-là. Mais la lumière vient de quelque part, et elle vient de chercheurs qui ont découvert cette forme d'intelligence, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Pour faire simple, dans le cerveau, vous avez une grande armoire, plusieurs tiroirs. Chacun de ces tiroirs, donc cette armoire, c'est l'armoire à intelligence, et chacun de ces tiroirs, c'est une forme d'intelligence. Vous avez l'intelligence verbo-linguistique, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence logico-mathématique. Et parmi les petites dernières, on retrouve, et qui fait le buzz un peu partout, regardez dans les kiosques, journaux, etc., dans les magazines, que ce soit business, psycho, santé, bien-être, etc., on retrouve l'intelligence émotionnelle, que je compare à Waze. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisé par Waze, surtout depuis leur rachat, il y a des financements un peu particuliers, mais ça fonctionne comme Waze. Waze, comment ça marche? On veut vous amener d'un point A à un point B. Vous avez des données en temps réel qui sont remontées par les utilisateurs, des données terrain. Tiens, il y a un animal mort. Tiens, là, il y a des accidents. Il y a ceci, cela, qui va faire que cette donnée va être intégrée dans l'algorithme qui va recalculer votre itinéraire pour arriver à B. L'intelligence émotionnelle, c'est la même chose, sauf que l'information, elle est de nature émotionnelle. Les émotions, il n'y a pas plus terrain que ça. Oui, 9 peurs sur 10 sont dysfonctionnelles, mais en vrai de vrai, à la base, que l'émotion elle soit plaisante ou déplaisante, c'est une information. Et là, pour vous avertir, c'est une factrice porteuse d'un message pour vous dire, il se passe un truc dans ton environnement, et ce truc-là peut avoir un impact direct sur ton niveau de bien-être. Donc mieux vaut le considérer. Eh bien, quand on est émotionnellement intelligent, on a un GPS psychique intérieur qui permet de raisonner à partir des émotions, comprendre leurs causes, leurs conséquences, en quelques millièmes de secondes, pour produire derrière un comportement qui vous permettra de mieux vous adapter, de mieux décider, de mieux vous comporter avec autrui. Il y a peut-être des hypersensibles, il y en a probablement d'un point de vue statistique, démographique dans la salle. Moi, je vous compare à Bob ou Bobette l'éponge. Donc vous captez tous ces signaux émotionnels, toutes ces informations-là. Le seau, c'est une situation. L'eau, c'est l'information émotionnelle. Cette éponge-là, elle s'imbibe, elle capte des trucs que les autres ne captent pas. Sauf que votre problème, c'est qu'arrivé à max de votre pouvoir d'absorption, vous ne savez plus comment faire. Et qu'est-ce que ça devient une éponge que l'on laisse traîner dans un seau d'eau longtemps? Elle se met à déliter, elle est altérée et elle est abîmée in fine. L'intelligence émotionnelle, c'est non seulement être hypersensible, mais c'est aussi être capable de s'auto-essorer. Ça, c'est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. Pour pouvoir être après plongé dans un autre seau d'eau, une nouvelle situation avec des nouvelles informations, etc. 21 millièmes de seconde, c'est le temps qu'il faut pour qu'une émotion passe d'un individu à un autre. C'est moins de temps qu'il fallait, par exemple, comparé à Mohamed Ali. Mohamed Ali, lui fallait quasi 200 millièmes de seconde pour réagir à un signal lumineux par un hypercute. Vous êtes plus rapide
émotionnellement que Mohamed Ali en termes de captation des émotions d'autrui. Et il se trouve que cette contagion émotionnelle, donc ce transfert des émotions d'un individu à l'autre, est favorisé dans le sens haut-bas. Donc quand on occupe un poste hiérarchique, comme c'est le cas de certains, soyez directeur, manager, etc., eh bien, vous avez une grande responsabilité parce que vous êtes beaucoup plus contagieux d'un point de vue émotionnel que les autres. Parce que c'est vous qui faites un peu la pluie et le beau temps, les bonus, la promotion dans l'ascenseur social, hiérarchique, tout ce que vous voulez. Donc les gens ont plus intérêt à vous scruter. Et donc ils captent plus facilement vos émotions. 70% des émotions ressenties par vos équipes, on pourrait parler de climat émotionnel, sont directement liées aux émotions du manager de l'équipe. Donc il y a vraiment une transpiration comme ça qui se fait et qui a un impact fort. Donc, comme disait l'oncle de Spider-Man, on a les références qu'on a. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et là vient la notion d'empreinte émotionnelle. Quelle trace émotionnelle vous avez envie de laisser en fait ? On parle beaucoup de l'empreinte carbone, des petits oiseaux, du CO2, c'est très intéressant. Mais on peut parler d'une autre forme d'écologie, c'est la préservation de soi-même et des autres. Quand on est émotionnellement intelligent, on laisse une empreinte émotionnelle qui est plutôt sympa. Et je vous laisse juste lire ce texte de Feu Desmond Tutu, qui était mon prix Nobel de la paix préféré, qui disait « Faites le bien par petits bouts là où vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. » Et oui, on peut contaminer positivement les gens quand on occupe notamment un poste à responsabilité. On pourrait se dire, quand on est directeur, manager, etc., et qu'on a un QE, un quotient émotionnel élevé, on va manipuler les autres. Côté de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, etc. Alors, il y avait comme ça des chercheurs qui avaient commencé à évoquer cette part sombre de l'intelligence émotionnelle, et on a décidé de mener une étude auprès de managers avec des collègues, et on a démontré qu'en fait, non. Plus tu es émotionnellement intelligent, moins tu es toxique pour les autres. Donc, meilleure est ton empreinte émotionnelle. Moins tu cherches à être machiavélique, à manipuler l'autre pour le contraindre, le placer en position d'infériorité et juste assouvir tes propres fantasmes ou tes propres besoins. On a mené, avec l'aide de Science et Avenir et du magazine de la science sur France 5, toute une étude auprès de Français et de Françaises pour montrer la répartition en fait, de l'intelligence émotionnelle dans la population, et tu retrouves ce que tu retrouves. C'est ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Par rapport à l'intelligence analytique, le QI, etc. Et il se trouve que moins d'1% de la population a un score supérieur à 130, a un QE supra-élevé. Eh bien, il se trouve, alors déjà, si vous voulez le mesurer, votre QE objectivement, je vous ai mis un petit QR code en passant. Ça peut aider, je laisse juste 30 secondes. Mais il se trouve que ces 1%, ce qui est assez sympa, c'est que vous pouvez en fait rejoindre la bande. Vous pouvez faire partie de cette bande-là, parce qu'il y a une notion assez essentielle qu'on appelle la plasticité émotionnelle. Le cerveau, à tout âge, ça a été démontré encore récemment, même après 65 ans, peut encore se développer en matière d'intelligence émotionnelle. Contrairement à l'intelligence analytique, le QI, contrairement à la personnalité. Votre trait de personnalité, globalement, au début du stade adulte, c'est figé. Si vous avez une personnalité toute pourrie, il ne vous reste plus qu'à faire un procès à vos parents ou à vos grands-parents, parce que 30 à 60% de vos traits sont hérités. Il y aura bientôt des neuroprocès sur des personnes qui diront non, tueur en série, non, c'est la faute de mon père, en fait. J'ai hérité 60% d'un mauvais trait, d'un trait sombre, de la tétrade noire. Bon, bref. Pareil, l'intelligence analytique, après vos études, globalement, vous faites un test de QI à 25 ans, vous en faites un à 35, à 45, à 55 ans. Si on ne vous a pas donné accès aux bonnes réponses, si vous ne les avez pas apprises par cœur, globalement, votre score sera à peu près le même. Ce n'est pas vrai pour l'intelligence émotionnelle. Sinon, tout ce que je vous dirais là, en fait, ce serait une espèce de fumée, quoi. Il se trouve que quand on rejoint la bande des personnes qui sont expertes en intelligence émotionnelle, on bénéficie de plein de choses. Vous gérez mieux votre stress. Vous sécrétez moins de cortisol, l'hormone de stress en situation stressante. Vous êtes moins sujet au burn-out et au bore-out. Tout ça, c'est des résultats de recherche. Vous avez un meilleur sommeil que la moyenne. Vous augmentez la qualité de la relation sociale avec l'autre, que l'autre soit votre conjoint, votre enfant, votre collaborateur, votre N+1, N+2, etc., etc. Vous prenez de meilleures décisions, notamment en situation complexe et à enjeu.
Vous êtes moins sujet à l'alcoolisme, vous allez moins consommer de drogue dure, par exemple. Vous allez être beaucoup plus résilient. Il y a des travaux extraordinaires qui ont été menés sur des femmes atteintes du cancer du sein, le cancer qui tue le plus chez la femme, et qui montrent que de l'annonce du cancer jusqu'à la rémission, en passant par les programmes de chimio, grâce à l'intelligence émotionnelle, eh bien, vous digérez mieux en fait ce qui se passe. Vous avez moins peur de la récidive. Vous ne coupez pas le lien social avec les autres. Parce que souvent, quand on est comme ça face à la maladie, on se place en position de PLS, quoi. On est en position fétale et on subit le cours des choses. Pas quand on est émotionnellement intelligent. Et j'en passe, et des meilleurs. Mais prise de décision, gestion du stress, qualité relationnelle, ça c'est un triptyque qui devrait parler à la majorité d'entre vous. Parce que c'est l'ADN de vos métiers. Et en plus, on sait que si on développait de 10% le quotient émotionnel de nos gamins, on réduirait de 10% les coûts de santé liés à des carences en intelligence émotionnelle qui vous font consommer tout un tas de boîtes d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. Donc ça, c'est vraiment aussi, il y a quelque chose d'ordre public. Alors l'image est peu heureuse, mais quand on est émotionnellement intelligent, on devient, en tout cas c'est une image, psychiquement parlant, une sorte de tardigrade. Vous savez, c'est cette petite créature-là, de moins d'1 millimètre, qui résiste à toutes les températures très élevées, très basses, etc., qu'on envoie dans l'espace, qui est indestructible, qui est extrémophile. Elle arrive à survivre dans tout un tas de situations extrêmes. Eh bien, quand on est émotionnellement intelligent, on a les épaules psychiques pour se relever de quasiment tout. Je vais vous le démontrer dans quelques instants, en rentrant dans la tête de personnes qui ont vécu des choses, comme le disait PPC, un peu particulière. Alors la première, c'est elle, donc là elle est avec sa fille, Annette Erfkens, qui dans les années 90 était une des premières traders femmes européennes à Wall Street, mécanique intellectuelle très très bien huilée, et qui est sur ce banc avec son amoureux de l'époque, Patch, qu'elle aime vraiment à en mourir, comme chantait l'autre d'Astafor. Et à un moment, il l'invite dans une station balnéaire au Vietnam. Ils veulent passer un bon moment. Et pour ce faire, ils doivent monter à l'intérieur de 7 avions. C'est un Yak 40. Alors, petit conseil, petite parenthèse, si on vous invite un jour dans un Yak 40, vous refusez. C'est l'avion le plus, ou en tout cas l'un des plus dangereux au monde. C'est des espèces de caisses de savon volantes. Et Annette Erfkens, elle a une intuition très plaisante. Il ne faut pas que je monte dans ce truc-là. Sauf que quelquefois, on fait des conneries par amour. Et là, elle en fait une belle, elle monte dedans. L'avion s'écrase en pleine jungle vietnamienne. Et Annette Erfkens va être la seule survivante. Elle va survivre 8 jours dans la jungle, les 2 jambes brisées, un poumon perforé, la mâchoire cassée. Et quand, donc moi, je converse pendant à peu près 1 an et demi avec Annette Erfkens, parce qu'elle a participé à un de mes bouquins. Et je lui dis, mais comment tu as géré la peur ? Elle dit, écoute, franchement, j'ai jamais été paralysé par la peur. Jamais été dépassé, submergé par la peur. Je me dis, tiens, c'est fou, parce qu'elle a quand même vécu un truc super horrible. Et là, elle me dit, mais ce qui s'est passé dans ma tête, et ça se passe dans la tête des gens émotionnellement intelligents, et elle me dit, c'est un peu ce qui se passe dans la tête du jeune sorcier Harry Potter. Donc là, s'il y a des fans, vous connaissez le Patronus, cet enchantement, quand Harry Potter est attaqué par des monstres, il fait expecto patronum. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une bulle de protection qui va entourer le jeune sorcier et qui fait effet bouclier face aux attaques de l'extérieur. Le négatif n'atteint pas le jeune sorcier. Et de quoi est remplie cette bulle de protection ? Elle est remplie de tout un tas de souvenirs émotionnels que Harry Potter avait stockés inconsciemment dans sa mémoire et qui le ramènent à des bons moments passés avec ses parents biologiques. Eh bien, Annette Erfkens, c'est la même chose. Ce qui l'a sauvée dans la jungle, alors qu'elle est toute seule à subir l'événement, finalement, ce sont les autres. À aucun moment, elle s'est sentie isolée, psychiquement et physiquement, parce que son cerveau ramenait à la surface tout un tas de bons moments, des souvenirs de bons moments passés avec les membres de sa famille, ses collaborateurs, ses amis, etc. etc. Et c'est parce que Annette Erfkens avait su avant investir affectivement dans les autres qu'arrivé à un carrefour de sa vie où il se passe un truc improbable, eh bien, il y a un retour sur investissement affectif qui lui a donné une force et lui dire hey, en fait, tu n'es pas seul. Et si tu t'en sors, tu vas tous les retrouver.
Pareil, j'ai aussi travaillé avec Nando Parrado, qui était un des survivants de la Cordillère des Andes, vous savez, ce crash, l'équipe de rugby. Nando Parrado, quand il a traversé la moitié de la Cordillère des Andes pour aller chercher les secours au Chili, il pensait qu'à sa famille, qu'à son père, qu'à ses amis, etc. Et c'est ça qui lui a donné la force d'avancer. Ce n'était pas juste les quelques copeaux de chair des copains qu'il devait manger, qui lui ont permis... Ouais, c'est un peu dégueulasse. Qui lui ont permis de survivre. Mais il fallait que je le place quand même. Autre individu émotionnellement intelligent, Captain Hawk. Donc Captain Hawk, c'est un ancien béret vert, donc ancien membre des forces spéciales, master de psychologie, il parle à peu près 7-8 langues. Il en parle un peu plus maintenant encore. J'avais échangé avec lui il n'y a pas si longtemps que ça. Ceinture noire d'aïkido, de judo et d'intelligence émotionnelle. Et il m'a raconté un jour cette anecdote assez particulière. Il me disait, tu sais, un jour on était un groupe commando et on devait survoler le territoire ennemi pour aller repérer un camp de base. Et donc pour ce faire, ils avaient emprunté, alors ça commence mal, le jet privé d'un baron de la drogue avec toute la marchandise à l'intérieur. Donc un bimoteur. Vous allez dire que je fais une petite fixette sur les avions, mais oui. Et donc arrivé à un moment, il y a une panne sur un des deux moteurs. Donc là, le pilote, chevronné, 30 ans dans les forces spéciales, il sait faire. Sauf que 30 secondes plus tard, deuxième panne moteur. Alors là, tu as beau être super entraîné, c'est panic room dans le cockpit. Ils ont tous la petite gouttelette qui ruisselle le long de la tempe. La peur est contagieuse. Bon, là, ça s'est démontré. Sauf qu'à ce moment-là, Captain Hawk a une sorte d'eureka et il va pratiquer l'autodérision. Il va commencer à se foutre d'eux-mêmes en leur disant « Hé les gars, vous imaginez quand même les gros titres dans les journaux le lendemain matin ? La crème de la crème des forces spéciales s'est crachée à l'intérieur d'un jet privé d'un baron de la drogue. Ils sont tous morts dans un nuage de cocaïne. » Mot pour mot. Le mec dit ça. Tous sont morts de rire. Autant la peur est contagieuse, autant les émotions derrière le rire le sont aussi. Tout le monde se marre, y compris le pilote, qui avait quand même perdu 15 cm d'envergure corporelle. Okay, lui, il était totalement enfoncé dans son siège. Et là, il se redresse, comme quand on est résilient, généralement corporellement on se redresse, prêt à affronter les épreuves. Et là, il a un tilt, il dit « Attends, je viens de survoler, là, il y a 3 km, un espace sur lequel potentiellement on pourra atterrir sans se faire canarder par les forces ennemies. » Il fait demi-tour, il surfe sur les vents, les courants ascendants, descendants, il prend le vent de face, et ils atterrissent sains et saufs. Quand on est émotionnellement intelligent, on a compris que l'enjeu ne doit pas tuer le jeu. Ce n'est pas parce que le problème qui se pose à vous est complexe qu'il faut absolument le traiter de manière extrêmement sérieuse. Tous les travaux en neurosciences sociales vous montrent que dans ces cas-là, pratiquer l'autodérision vous permet d'activer certaines zones du cerveau qui vont vous permettre de produire de nouvelles idées, potentiellement de nouvelles solutions. Et parmi ces idées, il y en a une qui devrait vous permettre de décadenasser la situation. Ça va en plus venir enclencher une pompe à endorphine qui va vous donner la force et mentale et musculaire d'affronter la situation. Donc là, votre cerveau, il va basculer en mode pensée latérale. Okay, il y a un truc très sérieux qui me tombe sur le coin de la tête, et je vais en rire. Et en riant, en se moquant peut-être potentiellement de moi, mais là, il faut dépasser son avatar social. Il ne faut pas avoir peur de l'autodérision, parce qu'on vient un peu égratigner l'ego, etc. Et bien derrière, je vais pouvoir créer quelque chose et trouver peut-être une solution à mon problème. Ça, je vous le donne juste comme ça. C'est ce que fait Captain Hawk et ce que font en règle générale les fameux 1% d'experts en intelligence émotionnelle avec des scores très élevés. C'est qu'un problème qui se pose à eux, ils le pensent dans leur deuxième langue. Je ne vais pas vous donner, parce que j'en ai pas le temps ici, l'explication neuroscientifique ou neurologique. Mais en gros, quand vous faites ça, vous aidez votre cerveau à aller à l'essentiel, à rester au contact des émotions et à trouver une solution au problème. Donc si votre problème, c'est « Where is Brian ?», je crois qu'on l'a tous, vous posez cette question, si l'anglais est votre deuxième langue, dans votre cerveau, à vous-même, ce n'est pas une voix projetée, vous parlez à vous-même, et vous essayez de répondre dans cette deuxième langue. Et bien souvent, la réponse que vous apportez est la bonne, statistiquement parlant. Faites le test et vous m'enverrez sur les réseaux sociaux votre expérience, voir comment ça a fonctionné. Allez, je continue, j'accélère. Là, vous avez François Sarano, qui était le bras droit du commandant Cousteau, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui m'a toujours dit, tu vois, si on devait retenir un truc, quelque chose de moi, après ma mort, et qui pourrait être gravé sur ma pierre tombale, c'est hey, François, c'était quelqu'un de sympa, de gentil.
Quand tu dis gentil aujourd'hui, c'est quelque chose de non grata, c'est moqué, etc. On aime bien le côté dark, hein, regardez toutes les séries Netflix, qui montrent bien l'état psychique de la population. Parce qu'on ne va pas se mentir, être fan de Faites entrer l'accusé, être fan de toutes les séries dark de Netflix, ça dit quelque chose de vous. Là, je vous renvoie à vos propres démons. Okay ? Je referme cette parenthèse, mais c'est quand même assez symptomatique d'une société qui va plutôt mal d'un point de vue psychique. J'ai fait un petit classement et il se trouve que dans le top 10 de ce que la société ringardise le plus, en numéro 4, on a la gentillesse. Quand tu vois qu'en numéro 3, tu as la courtoisie, ça te montre bien que la société elle a un petit jeton. Dans le type de personnalité que la société actuelle promeut le plus, on voit que dans le top 3, tu as ce qu'on appelle la triade noire. On est persuadé qu'on récompense le sale con ou la sale conne. Ce n'est pas genré, la sale connerie, ok ? Et en toute fin de liste, hein, en queue de peloton, on retrouve la personnalité gentille, parce que ouais, trop bon, trop, hein, on connaît la suite. On ne va pas les récompenser. Sauf que toutes les études montrent le contraire. Quand tu es gentil, déjà tu es capable d'une écoute active. 50% de la population n'est pas capable d'écouter son prochain, réellement. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu penses toi déjà au deuxième ou troisième coup dans la discussion, de ton flot argumentatif à toi. Donc tu ne peux pas écouter l'autre si tu penses à toi-même. Déjà. Ça aussi, vous pouvez faire le petit test, que ce soit en couple ou ailleurs. C'est une non-écoute active sur le long terme. Bon, ça peut être chaotique pour la dynamique du couple. C'est aider quelqu'un, partager par exemple son réseau professionnel. Moi, il m'arrive souvent sur LinkedIn ou autre part, de dire quelqu'un qui est en précarité professionnelle, je vais l'aider en fait, ou je vais reposter un truc, etc. Laisser ta place dans le métro, plein de choses bêtes comme ça, qui font que plus tu es dans ce registre, plus tu vis longtemps et mieux, en bonne santé, plus tu atteins tes objectifs, moins tu sécrètes de cortisol, plus tu sécrètes d'ocytocine, le baromètre chimique du bien-être chez les mammifères. En gros, tu te sens bien dans tes baskets. Et plus, sur des échelles de satisfaction de vie, tu es haut. Donc en réalité, être gentil, c'est un super pouvoir, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire. On dit, ah ouais, là, les bad boys, les bad girls, les anti-héros, les héros négatifs, c'est des hit boys, c'est des hit girls, ils ont l'argent. Non, en fait, c'est des coups d'éclat. Ces personnes-là sont des super marketeurs, hein, International Marketing Day. Ils arrivent à marketer une réussite. Là, ils jouent des claquettes, ils montent sur la table, tu as l'impression qu'en fait, c'est leur quotidien, qu'il y a une récurrence là-dedans qui est forte. En réalité, non. Et ces gens-là vivent isolés, psychiquement et physiquement, très rapidement. Tu n'as plus envie d'aller déjeuner avec eux. Parce que, tu vois, c'est comme, ah ouais, tiens, je vais absolument caresser le hérisson. Bah non, ça pique un peu, quoi. C'est la même chose. Et ces personnes-là ont une décrépitude biologique qui est accélérée. Donc ça aussi, c'est le résultat de plein d'études. 2-3 préceptes rapides. Là, vous avez Ivan Sprach. Lui aussi, il est dans un de mes bouquins. Donc, c'est celui qui a inspiré Spielberg pour le personnage d'Indiana Jones. D'ailleurs, quand je lui dis « Ouais, t'es habillé comme Indiana Jones », il me dit « Non, c'est Indy qui est habillé comme moi ». Et donc, lui, c'est Nando Parado, survivant de la Cordillère des Andes. Alors ça je le... Très rapidement, mais ça, vous pouvez vraiment y penser juste avant de vous coucher ce soir. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'au final, il n'y a pas de problème. Ouais, prenez-le en photo. Plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir. Parce que ça t'éloigne de tes préférences et des tilts émotionnels qui vont à un moment te percuter. Et là, c'est pas parce qu'il y a intelligence émotionnelle, c'est pas parce qu'il y a intelligence dans l'intelligence émotionnelle qu'il faut se croire au-dessus des autres. Okay ? L'intelligence émotionnelle, c'est être capable de prendre le pouls de ses équipes, de son organisation, c'est d'être au même niveau que les autres, et à un moment, effectivement, avoir une vision en contre-plongée quand c'est à toi de décider. Mais c'est être capable de faire cette espèce de yo-yo psychique constamment. Allez, je vais finir par quelqu'un, je ne sais pas si j'ai un peu dépassé. Oui. Un petit peu. Alors, je vais encore un peu dépasser. Il ne faut jamais me donner un micro, mais d'1 minute 30. Lui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Damien Meurice. Et il y a 2 dates qui le caractérisent. Donc, le 13 novembre 2015, il est dans la fosse du Bataclan. Et là, il est sous des corps morts au sens premier du terme. Mais il survit à ça. Sauf que 3 ans plus tard, un 11 septembre, le mec a un peu l'âge commune, 2018,
eh bien, il rentre d'une répétition avec son groupe de rock et il prend sa voiture, on est tard le soir, il est fatigué et là, blackout total, la voiture fait plusieurs tonneaux, il se réveille face contre terre, à respirer de la poussière. Il est secouru par les pompiers et il est amené à l'hôpital et là, on lui annonce la perte de ses 2 jambes. Donc il finira en fauteuil toute sa vie. Et face à ça, il se pose une question que se pose la grande majorité des individus émotionnellement intelligents quand ils sont face à une difficulté aiguë, extrême. Ah, pour les fans de science-fiction, la réponse n'est pas 42 hein, avec le visuel. Voilà la question, que suis-je prêt à perdre dans la vie? Et je vous partage la réponse de Damien. Damien me disait, moi je ne suis pas prêt à perdre l'usage de mes 2 mains, parce que le gars est un joueur de gratte invétéré, il a la musique en intraveineuse, la musique c'est sa vie, et chaque fois qu'il a, sans mauvais jeu de mots, un coup de blues, il joue de la guitare et c'est sa psychothérapeute. Il dit, j'étais pas prêt à perdre la tête, parce que je vois trop de personnes avec des maladies neurodégénératives, type Alzheimer, etc., qui n'arrivent pas à se projeter dans le futur et qui ont un passé qui est hanté, un présent pardon, qui est hanté par le passé. Et c'est compliqué pour eux de vivre. Il dit, la seule chose que j'étais prête à perdre, ce sont mes jambes, basta. L'individu émotionnellement intelligent, il est capable dans sa vie de faire des micros et des macros deuil. Et il a compris que la mort ou la perte, de quelque nature que ce soit, fait partie de l'équation de la vie. Or, on est dans une société du transhumanisme, de l'IA, etc., où on crée des organes maintenant synthétiques, etc., pour prolonger la durée de la vie, où on a éliminé en fait la mort de l'équation de la vie, ou la perte de l'équation de la vie. Et si tu fais ça, regardez même la distance qu'on a avec nos défunts, les protocoles qui vont changer, si tu fais ça, eh ben derrière, tu ne sais plus faire le deuil. Et si tu ne sais plus faire le deuil, eh ben tu restes comme ça en boucle sur certains problèmes, prisonnier de ces problèmes-là. Mais il n'y a pas de fatalité. On peut développer son intelligence émotionnelle, on peut réintroduire cette espèce en voie de disparition, qui est la gestion du deuil, donc grâce aux travaux de Pierre-Marie Liédot. Et pour vraiment finir avec un dernier propos, c'est Harry Houdini ici qu'on voit, et je vais faire le pont avec ce que je viens de dire. Harry Houdini, ça vous parle, le papa de l'escapologie, grand maître de la magie, et qui en son temps lançait plein de défis ici et là, comme on lance des bouteilles à la mer, et qui avait un jour lancé ce défi à la police de Chicago en leur disant « Enfermez-moi dans une cellule pendant 30 minutes. Enfin, vous verrez, au bout de 30 minutes, je serai capable de sortir, même si je suis menotté, que c'est fermé à triple ou quadruple tour. Vous verrez, je serai capable de sortir en moins de 30 minutes. » In fine, il réussissait à s'évader en moins de 3 minutes. Alors, Harry Houdini, il avait un truc, il avait discuté avec un avaleur de sabre sur une foire qui lui a dit « Attends, place dans ton œsophage là, ce petit objet et tu le sortiras le moment venu. » Harry Houdini n'était jamais aussi prisonnier qu'il n'y paraissait. Eh bien, c'est la même chose pour vous. On crée nos propres impasses psychiques. Mais souvenez-vous, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'au final, il n'y a pas de problème. Allez, merci de votre attention. Merci. Bravo. Ouais. Un peu plus fort, là. Un peu plus d'émotion, là. On y va, on va lui donner de l'émotion. Ah, c'est pas mal. Levez-vous, allez, on y va. On va lui donner encore un peu plus d'émotion. Levez-vous. Ouais. Ça mérite, hein. Merci beaucoup. Ouais, c'est bien. Voilà. Une standing ovation. Ça va, ça fait un peu d'émotion ou pas? Toujours. Merci. Alors, on n'a pas fini. Quand je t'écoutais attentivement. Celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui, là, je pense que tu as fait, je l'espère, un immense cadeau. Je pense qu'on a appris plein de choses. Ils sont en charge de marque aussi. Tu nous as montré, il y avait une dia qui était hyper intéressante, le classement, vous savez, des choses finalement. Je l'ai prise en photo parce que je l'ai trouvée particulièrement brillante. Le type de personnalité que la société actuelle promeut. En voyant cette classification, j'ai eu l'impression que si on remplace personnalité par marque, entreprise, marque, ça serait le classement inverse. C'est-à-dire qu'on voudrait une marque gentille, on appelle une love brand, une marque honnête, une marque altruiste, une marque qui ne soit pas psychopathique, une marque qui ne soit pas machiavélique et une marque qui ne soit pas narcissique. Pourquoi, selon toi, il y a une telle inversion entre ce que l'on souhaite vis-à-vis d'une marque et aujourd'hui ce que la société promeut en termes d'individus? Parce que Darwin... Elle est compliquée, celle-là. Ouais, mais Darwin l'avait déjà montré. Au fond, nous, dans
nature profonde, en réalité, nous sommes tous des gentils. On est tous bienveillants et on est globalement tous programmés pour être dans l'empathie parce qu'on a compris, en tant que genre humain, ce qui nous positionne tout en haut de la pyramide des espèces, que la force première de l'être humain, c'est pas l'IA, c'est pas notre intellect, c'est pas notre force musculaire. Hein, on n'a pas les incisives d'un T-Rex ou la force musculaire d'un ours. Ce qui fait qu'on est tout en haut de la pyramide des espèces, c'est justement parce qu'on arrive à créer du liant entre nous et donc à faire des grandes choses. Hein. Tu prends Einstein seul, il n'envoie personne sur la Lune. Ou tu prends l'astrophysicien avec la mécanique intellectuelle la mieux huilée, s'il n'est pas accompagné d'un groupe d'individus passionnés sur le sujet, on n'y arrive pas. Donc tout ça pour dire que ce qui fait notre force, c'est justement ce liant émotionnel. Donc c'est ce qu'on recherche inconsciemment dans les marques. Mais de l'autre côté, la société nous montre, par plein de facteurs, le consumérisme, le machin, etc., l'image qu'on renvoie, l'avatar social, je reviens, que la société nous tire vers de l'individualisme, alors qu'au fond de nous, la nature profonde, elle est à avoir une intelligence collective. Donc si tu veux, une marque qui arrive à réveiller ça chez l'individu, elle va réveiller aussi inconsciemment un acte d'achat, etc. Mais le problème, c'est, là on parle de marque, mais c'est aussi qui se cache derrière les marques, parce que tu as des marques supra-bienveillantes, mais qui sont menées par des sales cons. Et moi, combien de fois j'ai eu des invitations... C'est ça que tu veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est ça? Oui, mais voilà. Mais sauf que à un moment, ça se voit aussi. Et tu vois bien qu'aujourd'hui, avec le cas d'Elon Musk, Tesla, etc., on associe le dirigeant au produit. Donc moi, la recommandation que j'ai, c'est effectivement, à ces niveaux-là, mieux vaut travailler son intelligence émotionnelle parce que ces personnalités-là deviennent publiques dans les magazines, etc., pour coller à la marque. Parce que s'il y a dissonance entre la marque et la perso du dirigeant, aujourd'hui, en tout cas sur les moins de 30 ans, ça n'achète pas. Ça change de crèmerie. Autre sujet, mais je vais demander à la salle de réagir. On a parlé d'émotion. Puis d'émotion, il y a aussi une logique de surprise. Tu nous as parlé d'une compagnie aérienne à ne pas utiliser. Voilà. Ça m'a fait penser à une autre compagnie aérienne à utiliser qui se trouve en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous connaissez Kulula Airways. C'est une boîte qui a basé son marketing entièrement sur le marketing de la surprise. Là où c'est, quand vous prenez l'avion, il y a une partie un peu administrative et roborative sur on vous donne les consignes de vol, etc. Eux, ils le font de façon extrêmement drôle en amenant les voyageurs à chanter en même temps et à faire les mêmes gestes que les hôtesses, etc. Et dans le mode tous ensemble. Je voudrais vous faire réagir sur ça, les uns et les autres, et après je poserai la question, qui parmi ceux qui sont ici dans cette salle pensent que le cerveau des clients est plus réceptif à une surprise bien placée qu'à un message ciblé? Levez la main. Vous pensez que le cerveau des clients est plus réceptif à une surprise qu'à un message bien ciblé? On a quoi? 30%, 40%. Les autres, vous pensez l'inverse? Vous pensez qu'un message bien ciblé marche mieux qu'une surprise? Oui, non? Moi, non. Donc on est plutôt pour, c'est ça, globalement? On recommence, je repose la question. Qui pense que le cerveau des clients est plus réceptif à une surprise qu'à un message bien ciblé? Ok. Tu as plus de surprises quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu réagis là-dessus, Christophe? La surprise, déjà, c'est une des émotions de base. D'ailleurs, c'est fou parce que c'est une des émotions les plus essentielles pour le genre humain. 70% des Français pensent que la surprise, elle est essentielle pour l'humanité. Et ce qui est fou, c'est qu'elle n'est pas au casting de Vice Versa 1 et 2. Je discutais, j'ai fait une conférence pour Disney l'autre jour, ils discutaient avec eux, peut-être pour le Vice Versa 3. Bon, bref. Et oui, parce qu'en fait, elle est un peu particulière, cette émotion. Elle peut être à la fois plaisante et déplaisante, à la bonne ou la mauvaise surprise. Et il se trouve qu'elle est essentielle, notamment dans ce monde qui est très sous couvert. On croit qu'il y a plein de surprises, mais en fait, c'est souvent les surprises des réseaux sociaux ou des JT. C'est des surprises spectaculaires, tu as des images, mais en fait, ce n'est pas vraiment des surprises dans notre quotidien proche. Un truc un peu plus terre à terre. Nous, on veut tout mettre sous... moi, je déteste ça, sous Outlook. Ouais. C'est horreur. Je sais pas, je suis désolé s'il y a des gens de Microsoft dans la salle. Vouloir tout planifier, tout contrôler. Alors le cerveau humain, il a besoin d'être pas surpris, par exemple, pour des besoins élémentaires.
Tu vois, avoir un toit. On est en bas de la pyramide de Maslow, là, hein, c'est voilà. ça. Ouais. Quoi se nourrir, etc. Ça, il a besoin d'être rassuré. Mais pour tout le reste, c'est quand même le seul organe du corps qui est dédié à l'adaptation. Et lui, il a besoin d'être nourri. Et si tu le sous-nourris, bah derrière, il s'ennuie. La mécanique s'enraye, etc. Donc la surprise, vous savez, comment je pourrais le dire, mais Batman, il combat... Tu as des refs, hein, Harry Potter, Batman, Spider-Man... On a les références qu'on a. Batman, il combat le Joker. Superman combat Lex Luthor. Bah, la surprise, elle a aussi son super vilain à affronter, et c'est l'ennui chronique. Et l'ennui chronique, tu le revois justement apparaître de manière prégnante. C'était déjà prégnant il y a 40 ans, 50 ans. Et là, ça revient en force parce qu'on planifie tout, etc., parce qu'on a peur, il y a une éco-anxiété, une anxiété pour à peu près tout. Et derrière, donc, on se replie, PLS, etc. Le seul problème, c'est que si on bascule vers ça, eh bien derrière, cette routine, en fait, c'est tout qui est standardisé, eh bien derrière, tu as une baisse d'estime de toi en tant qu'individu, tu es moins satisfait de ta vie, tu développes des manies, tu commences à te ronger les ongles, tu as des troubles psychosomatiques, troubles du sommeil, troubles alimentaires, troubles digestifs, tu es moins performant au boulot, tu peux développer des maladies de la peau, de l'eczéma, etc., des ulcères. Enfin bon, bref, j'arrête. On voyait tout à l'heure bien les avantages, on voyait bien tous les avantages tout à l'heure. Hein, la surprise, elle vient casser ça, et c'est elle notamment qui va vous permettre de booster la production neuronale. C'est-à-dire que c'est quand on est surpris que le cerveau, quelque part, va se développer davantage. Donc vous allez comme ça développer vos compétences. Et surprendre un consommateur, c'est quelque part hijacker son cerveau, parce que quand on est en mode surprise, on s'arrête. Arrêt sur image. Et le cerveau veut comprendre ce qui est en train de se passer. Donc il va stopper une action, il va scanner tout ce qui est autour de lui, il va collecter des infos, et après il va se faire son nouvel avis, nouvelle opinion. Et c'est pour ça que la surprise fonctionne. Et c'est pour ça, même moi, dans une salle de cours, quand je suis face à mes étudiants, à l'EM ou des participants de programme, combien de fois j'ai eu des trucs surprenants. Je vous raconte, alors ça date maintenant d'il y a au moins plus de 2 ans. On avait des cours du soir à l'EM Lyon. Et moi, je me dis, tiens, le soir, il faut quand même faire un truc un peu particulier et tout. Alors, rien de... Tout était éthique et voilà. Pourquoi tu précises? Mais parce que je te regarde. Et derrière, je dis, vous devez avoir faim, là, on approche des 21h. Tu sais que là, tu es en train d'allumer un signal, voilà. On va passer à table. Hein, donc... Et là, si on se commandait des pizzas. Et donc là, je commande, je sais pas, il devait être une trentaine de pizzas. Ouais. Et là, j'ai un livreur qui arrive, pizza. Alors, je ne vais pas donner la marque, mais bon, là, tout de suite. Voilà, on l'a fait intuitivement là, avec la casquette, le logo, tout ça. Il a une trentaine de pizzas, il les pose. Il dit, voilà, là, il y a pepperoni, 4 fromages, machin, tout ça. Et d'un coup, les participants se disent, tiens, mais le type ne part pas. Il s'assoit devant et il reste. Je dis, tiens, mais qu'est-ce qu'il fout là, le livreur, en fait? C'est bizarre, quand même. Et au bout de 30 minutes, donc, le livreur enlève sa casquette, fait, bonjour, je m'appelle Thierry Boiron, je suis président des laboratoires Boiron et je vais vous parler de l'intuition. Wow. Et là, si tu veux, moi, j'ai encore aujourd'hui, donc ça date maintenant, il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'ai encore des participants qui me disent, mais attends, en fait, on a compris ce qu'était l'intuition, comment ça fonctionnait le processus intuitif, de manière très claire, par l'expérience, par le machin. Elle dit, c'est gravé dans nos mémoires à jamais. Donc, si vous voulez créer des moments mémorables, si vous voulez créer ces fameuses choses qui peuvent devenir des patronus pour les clients, surprise. Surprise, c'est une espèce en voie de disparition. Alors que tout souffle s'essouffle dans la vie. La surprise, c'est la pièce que vous remettez dans la machine et ça permet aux uns et aux autres de retrouver de l'élan motivationnel, de l'élan d'achat, de l'élan pour tout. Alors, moi, je voudrais conclure là avec 2 surprises. Une première, c'est que je voudrais que vous fassiez une surprise à Christophe. Je voudrais que vous disiez tous une phrase, parce qu'il adore les mots. Expecto patronum. J'ai noté ça. Donc, est-ce que vous pouvez dire, on y va, 1, 2. Expecto patronum. Voilà, vous y pensez, quand il y a des gens qui vous gonflent, vous mettez expecto patronum, c'est votre cape de protection. Et la deuxième surprise, parce qu'il vous a préparé une surprise, et avec Michel, quand vous allez sortir de cette salle, on va vous offrir un ouvrage de Christophe. C'est pas mal, hein? Un grand merci, je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci à vous tous.